Et c'est l'heure de retrouver Franklin Pichard pour faire et tenter d'y voir clair, faire le point sur la situation financière et tenter d'y voir clair. Est-ce qu'on y voit plus clair, Franklin, en ce lundi matin, après les premières frappes en Libye, après ces tentatives de refroidissement des réacteurs de la centrale de Fukushima? Est-ce que la situation semble plus claire? En effet, on le voit, hausse des marchés ce lundi matin. Oui, hausse des marchés. Alors parfois les marchés sont presbytes, d'autres fois ils sont myopes. Ils voient loin ou ils voient près, on ne sait pas trop quoi dire. Mais là, ce week-end, c'est la Libye qui a la main, donc les marchés montent. Qui sert d'alibi? La Libye sert d'alibi, exactement. Bon, c'est un mauvais jeu de mots, mais on ne peut pas se retenir de le faire. C'est-à-dire que voilà, les marchés, vous nous dites, sont concentrés sur ce problème particulier d'une solution potentielle en Libye. Oui, on a eu la conjonction de plusieurs facteurs. On a eu une amélioration de la situation de l'usine de la centrale nucléaire. C'est vrai que ça allait un peu moins mal. Quoiqu'en début de semaine, à nouveau, l'usine a été évacuée. Donc on va voir comment les marchés réagiront plus tard dans la journée ou demain. On va voir. Et puis la Libye, effectivement, avec ses attaques aériennes, peut-être un commencement de normalisation de la situation et de la zone. Ou alors risque, ce que les marchés craignent aussi, risque d'enlisement, puisqu'on a vu le prix du baril qui repasser au-dessus des $115 le Brent. Et risque d'opérations terrestres qui sont toujours beaucoup plus compliquées que, bien sûr, les frappes du ciel. Une semaine qui s'annonce compliquée, on le voit, donc il y a encore ces dossiers en suspens au Japon, au Moyen-Orient. Il y a aussi les sociétés qui commencent à bouger, on le voit, et c'est peut-être un facteur de soutien avec AT&T qui rachète T-Mobile, la filiale Deutsche Telekom, pour un bon prix aux États-Unis. Donc ça, j'imagine, c'est un facteur de soutien. Mais je le disais, donc semaine compliquée, des statistiques américaines, des rendez-vous avec la dette européenne toujours aussi, qui sont devant nous. Oui, on va attendre et on va voir un petit peu comment ça se passe aux États-Unis. On voit qu'on a une différence d'appréciation entre les entreprises et les ménages. D'habitude, le niveau était différent entre l'un et l'autre. Cette fois-ci, dans les statistiques, il est diamétralement opposé. Donc on va voir comment on va gérer ça. C'est-à-dire que les ménages ont moins le moral que les entreprises. Voilà, les ménages subissent la hausse de l'essence et la baisse et la correction des marchés depuis le 11 mars. Et les entreprises continuent de surfer sur d'excellents indicateurs. On devrait avoir une validation en milieu de semaine des chiffres qui valideront les commandes dans l'industrie, dans l'aviation. Donc ça devrait être plutôt bon. Et puis vous le disiez. Les tests de résistance aux États-Unis aussi. Oui, alors les tests de résistance pour les banques, on a vu en fin de semaine dernière les banques qui ont salué la décision de la Fed de laisser les établissements bancaires, 19 parmi eux, de distribuer et de donner des dividendes. Donc on a vu que les banques immédiatement avaient saisi cette chance et cette opportunité qui leur a été donnée pour en distribuer. Il y a un signal quand même qui est peut-être inquiétant, c'est de voir qu'en cette période de crise, le dollar reste faible. Ça, comment est-ce que vous interprétez ce phénomène? Le dollar reste faible parce que par ailleurs, on a eu, dans la situation spéculative à laquelle a été confronté le Japon, on a vu l'ensemble des pays du G7 intervenir sur le yen pour éviter qu'il ne s'emballe à la faveur de spéculateurs et de hedge qui jouaient le rapatriement de fonds importants au Japon pour payer les indemnités et pour reconstruire le pays. Donc mécaniquement et par effet collatéral, on a assisté comme ça à une attaque concertée par rééquilibrage contre le dollar. Donc c'est vrai que ça a permis de le stabiliser. Bon, il y a aussi le débat sur la remontée éventuelle des taux en Europe, en toile de fond. Oui. Ça nous ramène de ce côté-ci de l'Atlantique, mais ça joue aussi, j'imagine, sur le niveau des devises. Oui, alors on a beaucoup de choses en Europe encore cette semaine. On va avoir certains indicateurs de confiance de PIB et autres. Et puis surtout, on a le fameux grand rendez-vous qu'on attend le 24 et 25 mars prochain, le fonds de stabilité, les dettes européennes, l'approvisionnement de ce fonds, de vraies questions qui vont même déjà être posées dès ce lundi, puisque on sait qu'il y a des réunions informelles pour essayer d'arrondir les angles et de faciliter les débats jeudi et vendredi prochain.
Et puis en toile de fond, enfin, ou même sur le devant de la scène, en début de semaine, le Portugal qui doit voter aussi sur des mesures d'austérité. Voilà, mardi, mercredi, déjà, on a le Portugal qui est confronté à son déficit et qui doit faire adopter c'est pas comme une lettre à la poste. Hein. Et d'une part, alors non, c'est pas comme une lettre à la poste puisque le Premier ministre met sa démission dans la balance. Et si jamais le texte n'était pas voté, eh bien, le Premier ministre portugais démissionnera. Et par conséquent, le Portugal n'aura d'autre solution vraisemblable que de se tourner vers le fonds de soutien. Bon, si on voit un peu le rebond des marchés, hein, sur le graphique c'est assez violent, on voit cette remontée. Pour autant, on n'est pas tiré d'affaire. On a l'impression, au vu de ce qu'on vient de se dire, que c'est une semaine qui risque d'être compliquée. Oui, ça va être très très compliqué, on le sait, c'est pour des raisons géopolitiques, politiques, catastrophiques comme le cas du Japon, mais c'est vrai que les marchés ont envie de revenir aux fondamentaux, aux indicateurs économiques, et c'est ce qui pour le moment permet d'effectuer le rattrapage suite au point bas qu'on a connu la semaine dernière. Bon, j'imagine que c'est des situations compliquées à vivre aussi, hein, pour vous, avec vos clients. Comment est-ce qu'on vit une semaine comme la semaine passée? Est-ce qu'il y a une panique perceptible? Non, il n'y a pas de panique perceptible, mais c'est vrai qu'on a eu quelques clients qui demandaient à vendre leur portefeuille, à alléger leur portefeuille. Mais vous savez, je pense que maintenant les clients ont la culture de l'exceptionnel, la culture de l'effrayant, et du coup, on les vit à l'instant. Et aussitôt après, on passe à autre chose et on les digère finalement très très vite. Il faut vivre avec ces gros dangers finalement. Il faut vivre avec ces gros dangers parce qu'on voit que depuis 2 décennies, tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans, ça revient sur le devant de la scène. Et je pense que les investisseurs particuliers sont devenus très très philosophes par rapport à ça et sont parfois sortis tellement à contre-courant qu'aujourd'hui, ils préfèrent faire le dos rond. Ils attendent en sachant que derrière ça, on a des fondamentaux plutôt très bons. Merci Franklin, à la semaine prochaine. C'est Lara Bouvier qui nous rejoint sur le plateau pour parler cette semaine de Vivendi. Bonjour Lara. Bonjour Thomas. Alors Vivendi, tout le monde connaît la saga Vivendi, mais peut-être pas aussi bien que vous. En tout cas, bon, tout l'historique. Si on remonte au début de cette histoire, Vivendi, ça commence quand? Alors ça commence en 1853 avec la Compagnie Générale des Eaux et c'était une activité qui concernait donc tout ce qui est service aux collectivités, eau, transport et environnement. Jusqu'à ce qu'un certain Jean-Marie Messier arrive et se dise finalement les tuyaux avec de l'eau c'est intéressant, mais il y a mieux, il y a les tuyaux numériques. Exactement, donc fin des années 90 et en 96 précisément, lors de l'arrivée de Jean-Marie Messier, ils se sont intéressés en fait à la télécommunication et aux médias. Hein, donc ils ont divisé d'un côté l'environnement et de l'autre côté tout ce qui était divertissement. Donc c'est devenu Veolia Environnement d'un côté et on a gardé Vivendi pour la partie numérique, médias, télécom, jeux. Jeux, cinéma, télévision. Une stratégie qui semble évidente maintenant mais qui a mis du temps à se trouver. Alors on a eu le problème Jean-Marie Messier avec trop de dettes, on a eu des stratégies finalement de restructuration avec Jean-René Fourtou, on a Jean-Bernard Lévy qui finalement a mis du temps à adresser une stratégie claire et en tout cas faire passer le message au marché. Est-ce que maintenant c'est plus clair pour les investisseurs? Aujourd'hui c'est très clair en fait, hein, puisqu'ils ont 2 pôles d'activité qui sont clairement définis. 56% de leur chiffre d'affaires est réalisé sur la télécommunication, 44% sur les médias. Donc en fait on connaît aujourd'hui la division télécommunication, c'est quand même 82% par SFR, c'est aussi également donc 17% par Maroc Télécom. Et puis donc 1% sur GVT qui est numéro 1 au Brésil, téléphone fixe et Internet. On a l'impression que c'est ce pôle qui prend de plus en plus de poids dans la stratégie du Vivendi. On a vu la sortie de NBC aux États-Unis. On sent que c'est vraiment les télécoms qui constituent la ligne directrice et la colonne vertébrale. C'est aujourd'hui un facteur de développement, on en entend beaucoup parler. Ils étaient co-créateurs avec Vodafone de SFR. Ils souhaitent racheter les 44% qui ne leur appartiennent pas. Donc c'est vrai que c'est un dossier d'actualité. Oui, en plus à l'époque où il y a AT&T qui rachète la filiale de Deutsche Telekom, T-Mobile aux États-Unis, pour 39 milliards de dollars, c'est pas rien. Est-ce que ça va enfin permettre au cours du Vivendi de sortir de son plein fond de verre? Ça fait des années qu'on entend Vivendi, c'est l'année du rattrapage, du rebond, et puis ça oscille toujours entre 18 et 22.
C'est exact. Alors, on pense effectivement que c'est l'année de Vivendi, comme vous le dites Thomas, dans le sens où on a eu, je dirais, un recul récemment. Sur un mois, on a quand même perdu 6,80%. C'est pas neutre. Et puis surtout, il se développe aussi sur la télévision également, dans le groupe Canal+. Il se développe Ils veulent aussi, racheter les 20% de Lagardère. Voilà, tout à fait. Donc c'est en tractation. C'est intéressant aussi, ce côté média où on a aussi Vivendi Universal, qui est numéro 1 au niveau de la musique, de la distribution. Et numéro 1 leader mondial au niveau des jeux vidéo aussi. Il ne faut pas oublier que Vivendi, c'est World of Warcraft, c'est Call of Duty. Donc, ils sont sur le devant de la scène pour l'année 2011. Et on désire effectivement participer à cette augmentation, tant au niveau de l'objectif de cours, mais au niveau du rendement, qui est fort intéressant aussi, Thomas. Donc, à quel prix on rentre sur cette Alors, action on rentre au cours d'aujourd'hui. On voit le graphique, on est passé sous les 20 € à la faveur des problèmes au Moyen-Orient, des problèmes japonais. On voit l'action qui a fortement régressé et puis qui rebondit un peu. Donc c'est le moment de monter. C'est le moment d'investir. Et pour rebondir effectivement sur le problème japonais, il faut savoir que leur chiffre d'affaires est à 62% français, 11% Europe, 11% américain. Ce qu'on appelle une valeur défensive. Voilà, dans la conjoncture actuelle, ça peut être intéressant de se positionner sur ce type de valeur et par leur diversité d'activités et aussi par leur répartition géographique. Donc on en prend sous les 20 €. On en prend sous les 20 €. Et on vise quoi? On visera 22 € à très court terme et puis 24 € à moyen long terme comme objectif. Bon, écoutez, merci beaucoup Lara de nous avoir présenté cette action Vivendi. Merci beaucoup Thomas. On suivra ce dossier avec intérêt. À bientôt. À très bientôt. On poursuit avec Vinci et Cyril Poncet. On reste dans la thématique générale des eaux finalement. Il y a un fil conducteur à ces émissions cette semaine. Donc pourquoi Vinci, Cyril? Vinci parce que on trouve que c'est une valeur qui est intéressante, qui est défensive. On l'a évoqué un petit peu avec Vivendi, avec Lara, qui offre un joli coupon aujourd'hui de 4% et qui a une valeur il y a un grand désamour depuis quelques années avec le groupe Vinci. On a connu son apogée avec le rachat, on s'en souvient, d'autoroute du sud de la France, qui avait dopé le cours de bourse en 2005. Depuis 2-3 ans, c'est un peu plus calme, un peu normal. Les différents commanditaires finaux de Vinci, c'est souvent les États, principalement. Donc on se dit, attention, danger, des États surendettés, donc moins de carnets de commandes, des carnets de commandes qui risquent de diminuer. Mais si on vient, avant de rentrer dans le business, sur l'histoire de Vinci, reprenons à la base. C'est dans les années 2000 en fait, que Vinci est devenu Vinci, sur les cendres de la CGE. Sous la houlette d'Antoine Zacharias. Exactement, on se souvient de son parcours très positif en termes de business pour Vinci, sa sortie un petit peu moins, on va dire, glorieuse il y a quelques années. Plus controversée, oui. Tout à fait. Alors, le groupe a changé en 2005 avec ce rachat des ASF de Cofiroute pour devenir aujourd'hui, au-delà du grand groupe de BTP qu'on connaît, un grand groupe de concessions autoroutières et parkings. Et c'est ça la vache à lait en fait. C'est ça la vache à lait. D'ailleurs, on le sait, quand on va dans un parking, on voit le prix que ça coûte. On se dit, ça doit être un bon business. Le chiffre à retenir, c'est la marge sur ces différents secteurs. 68% de marge sur la partie concession autoroutière. On se rend compte qu'il faut très peu de personnel. Justement, chez les ASF, ils rationalisent les charges de personnel, ils automatisent les péages. Et en plus, ce qui est bien avec Vinci, c'est une valeur qui profitera de l'inflation, car les prix autoroutiers sont basés sur les coefficients d'indice d'inflation. Avec une hausse des prix, on peut penser que de l'ordre de 2-3% en 2011. Ça, c'est des business à faible croissance finalement. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça que l'action n'est pas forcément portée au nu. On se dit, voilà, quels sont les relais de croissance? Donc, il faut travailler aux relais de croissance. Et les relais de croissance, c'est surtout la partie construction, la partie énergie. Dans la partie construction. Alors, l'énergie, c'est quoi? Il se développe dans ce domaine? Il se développe tout à fait dans ce domaine. Le rachat de CGLEC, avec l'échange avec le fonds Qatariote qui a pris 8% du capital, c'est pour Vinci un très bon relais sur la zone, avec des contrats qui vont arriver. On sait que le Qatar va faire la Coupe du Monde de foot en 2016. Donc il y a des échanges de contrats qui vont arriver. Vinci a pris position aussi dans l'entrepose contracting, valeur qu'on a aussi évoquée ici il y a quelques semaines. Toujours dans l'énergie. Toujours dans l'énergie. Et dans la construction, on l'évoquait, le rachat de CGLEC change un petit peu la donne de nouveaux atouts à Vinci qui sont très importants et que le marché n'a pas complètement aujourd'hui anticipé. Donc vous le dites, à côté du BTP, à côté des concessions, il y a un troisième métier qui est en train de poindre, c'est autour de l'énergie? Autour de l'énergie et même un quatrième qui est vraiment beaucoup plus récent. Là aussi, l'État se désengage de beaucoup de gestion, de maintenance, de bâtiments publics. Et le rachat de Faceo en 2009 va permettre aussi à Vinci d'accroître un petit peu son champ d'activité. Et là, il y a une nouvelle filière pour eux de croissance importante. Et
qui donc permet de compenser les craintes qui pèsent sur le carnet de commandes public. Exactement. Craintes qui ne sont pas tout à fait vérifiées parce que les États doivent, au niveau infrastructure, continuer ces projets. Donc ils ont été mis en veilleuse entre 2008 et 2010, mais ils commencent maintenant à ressurgir, des projets de grands trains, de grands travaux. Donc voilà, ces projets-là reviennent sur le devant de la scène et Vinci est très bien placé avec Bouygues par exemple ou FH, ses principaux concurrents, pour obtenir ces contrats. Bon, donc on voit pour toutes ces raisons pourquoi vous appréciez cette action. On va voir le parcours s'afficher. Donc une action Vinci que l'on met en portefeuille à quel prix là? On est à 42,10 €. On peut le mettre sur ces niveaux-là. Ouais. Quand on fait le calcul, ce qu'on appelle l'ANR, l'actif comptable réévalué, on se rend compte que c'est un dossier qui vaut plutôt autour de 50, 54 €. Quand on additionne toutes les parties. Exactement. Et donc, voilà, donc les niveaux actuels, 42 €, elle était à 45 € juste avant la crise libyenne et la crise nucléaire japonaise. Donc on est sur les très bons niveaux d'entrée pour viser 50 € à moyen terme. Et puis une valeur aussi à caractère défensif, on en a dit un mot, mais c'est vrai que du coup on est moins exposé aux pays émergents, moins exposé aux risques asiatiques actuels en tout cas. Et ça redonne un petit peu de lustre à cette action. Tout à fait. Contrairement à ce qu'on évoquait dans beaucoup de valeurs qui profitaient à plein des marchés émergents, là, Vinci, c'est 70% du business en Europe, 80% de son résultat net sur l'Europe. Donc on est dans une valeur beaucoup plus défensive qui ne subira pas les chocs exogènes du Proche-Orient et du Japon. Bon, on verra si l'heure de Vinci a sonné. Et si c'est le cas, on vend à combien? On vend vers 50 €. On vise 1% de gain sur le dossier Vinci. Merci Cyril. Merci Thomas. À bientôt. À bientôt.